École d'astrologie du Pharaon, cours d'astrologie symbolique. Le présent cours portera sur la présentation des degrés monomères. Reprenant le cours de Jacques Berton et poursuivant dans cette direction, nous voilà confrontés au système des degrés monomères, autrement appelés degrés symboliques ou encore degrés égyptiens. Au sein de l'astrologie, ou plus exactement à sa périphérie, le chapitre des degrés monomères est sans conteste le plus captivant qui soit, et si fascinant au travers des siècles que de nombreux ouvrages en divers pays furent écrits sur ce sujet, dont la valeur symbolique retint l'attention du lecteur et sans doute le surprirent tant par la précision et l'exactitude des résultats que par l'aspect totalement irrationnel, compte tenu de ses origines, de cette démarche astrologique. Qu'est-ce que les degrés monomères? Avant d'aller plus avant, demandons-nous en quoi consistent les degrés monomères. La première partie de ce cours va répondre à cette question. La théorie des degrés monomères est fondée sur le principe qu'à chacun des 360 degrés de l'écliptique correspond une image particulière, qui tient enclose une série de symboles et qui se présente comme la représentation même de ce degré précis. C'est d'ailleurs cette image et l'apparence de mystère qui s'en dégage qui rend le propos si séduisant. Et pour nous faire comprendre, prenons deux exemples parmi les 360 degrés que nous propose l'écliptique. Le premier exemple sera le premier degré du premier signe, et le second, celui du dernier degré du dernier signe. L'image symbolique du premier degré du signe du Bélier est, pour être plus précis, l'image symbole qui va du premier au deuxième degré du Bélier, représente un homme robuste, de membres un peu lourds, est debout, en marche, sa main droite balance une massue. La main gauche est appuyée sur la hanche, une peau de bête ou une étoffe grossière jetée en travers du corps atténue la nudité. Il donne une impression de puissance tranquille, mais décidée. Cependant, près de lui, la séduction tentatrice est là, sous les traits d'une jolie femme, élégamment habillée, qui de lui s'approche sans bruit avec une œillade à la fois provocante et narquoise. De son côté, l'image symbole du dernier degré du 12e signe est, pour être plus précis, l'image symbole qui s'étend du 30e signe des Poissons au premier degré du Bélier, représente, dans une vaste antichambre, dont une grande glace garnie jusqu'à terre un des panneaux, une jeune femme sanglée, beauté, d'allure cavalière, s'admire des pieds à la tête. Telles se présentent donc, dans leur mystérieuse ambiguïté, les 360 images symboles dont chacune correspond à un degré précis porté sur l'écliptique. Nous venons de dire l'écliptique, et non le zodiaque. C'est que par définition, en effet, on appelle zodiaque la large bande circulaire dans les limites de laquelle se meuvent apparemment les planètes, tandis qu'on nomme écliptique le chemin parcouru par le Soleil dans sa marche apparente. Or, à partir du point vernal, cette écliptique est divisée en 12 secteurs égaux, chacun de ces secteurs étant lui-même divisé en 30 degrés égaux. L'écliptique
se présente donc dans le ciel comme quelque chose d'immuable, c'est-à-dire que l'on considère sans relation avec les étoiles fixes, donc en dehors de tout problème de précession des équinoxes, et sans relation aucune avec les constellations. Ainsi, chacun des degrés de l'écliptique se trouve occupé immuablement par une image clé, ou si vous préférez, par une image idée, ou encore par une image pulsion. Les 360 degrés ainsi symbolisés sont ceux-là même qui ont été nommés les degrés monomères. Et nous allons voir de quelle façon ces degrés peuvent être éveillés, et par la présence de quels facteurs cosmiques ils peuvent être mis en action. De toutes les méthodes, qui sont nombreuses, grâce auxquelles on a essayé d'élargir et d'affiner la connaissance des influences astrales, les qualités spéciales attachées aux différents degrés monomères se situent sans doute parmi les plus troublantes. Aux Indes, cette branche spécifique de la recherche portée par les astrologues frise d'ailleurs la perfection. On y trouve les différents degrés décrits dans leur influence avec la plus extrême précision, mais de surcroît, un symbole séparé se trouve même dessiné pour chaque 10e partie de degré, c'est-à-dire pour 6 minutes d'espace mesurées sur l'écliptique. En Occident, le sujet des degrés monomères ne semble pas avoir fait l'objet de recherches ou de travaux de cette importance. Moins étudié, il n'a donc pas atteint un identique niveau de perfection. L'origine des degrés monomères semble pourtant remonter à l'Antiquité égyptienne, dont la plus ancienne liste de ces 360 images proviendrait du calendrier thébaïque ou calendrier thébain. Pierre Gauthier ferait remonter l'origine des monomères à un millénaire avant Jésus-Christ. Reprise par les Romains, Nigidius Figulus et Firmicus Maternus au IVe siècle, qui donnèrent le terme de myriagénésis ou sphère barbarique à cet ensemble de degrés. Pourquoi barbarique? Parce qu'à l'époque romaine, le terme de barbare voulait dire étranger et s'appliquait à tout ce qui n'était ni latin ni grec. Boucher-Leclerc, au XIXe siècle, en déduisit que cette sphère barbarique, donc étrangère, s'identifiait à la sphère céleste égyptienne. L'Égypte, où de nombreuses tables astronomiques étaient constituées de cercles astrologiques et servant à la divination. Nous retrouvons par exemple le cercle d'or d'Ozymandias, pharaon cité par Diodore, et dont on suppose être le pharaon Ramsès II. On en déduit que les monomères remonteraient à environ 2000 ans avant Jésus-Christ. On retrouve un de ces cercles à Dendera, en Égypte, dans le temple d'Hathor. Dendera est une très vieille ville qui remonterait à la préhistoire. Le plafond du temple a été transposé à Paris. C'est une représentation du ciel où l'on reconnaît les 12 signes du zodiaque. L'ancienneté du bas-relief est au centre d'une vive polémique. Certains prétendent qu'il daterait de plus de 15 000 ans, ce qui remettrait en cause toute la chronologie proposée par la Bible. Champollion étudie le zodiaque et démontre qu'il date de l'époque gréco-romaine. Cette analyse met fin à la querelle entre scientifiques et catholiques. L'Église veut être sûre que les livres saints ne seront pas remis en cause par les nouvelles découvertes de Champollion et qu'aucun monument égyptien ne soit antérieur à moins 2396 avant Jésus-Christ, date du déluge.
Et Champollion d'avouer: mon attente n'a pas été trompée, et j'acquiers des certitudes embarrassantes qu'il me faut tenir secrètes. Champollion voit se confirmer une hypothèse redoutable pour l'Église, l'extraordinaire ancienneté de l'Égypte. Il estime que la construction des pyramides remonte au troisième millénaire avant notre ère. Témoin, le zodiaque de Dendera, exposé aujourd'hui au Louvre. Albert Schlossmann, égyptologue de son état et reconnu, pense qu'un cercle d'or, nommément cité dans le temple d'Isis, y serait enfoui sous des tonnes de sable, toujours à Dendera. Il va jusqu'à penser qu'il remonte aux architectes fondateurs de l'Égypte, c'est-à-dire, selon lui, correspond à l'afflux entre autres de rescapés de l'Atlantide, continent disparu progressivement sous les flots 10 000 ans avant Jésus-Christ. Cette supputation est corroborée par les prodigieuses révélations sous hypnose d'Edgar Cayce, qui au décours de lecture révéla le fait qu'ils contribuèrent à l'édification de ce qu'on appelle la pyramide et d'autres bâtiments non encore exhumés pour y entreposer leurs archives. Dans cet ordre de datation, alors que les égyptologues font remonter l'ancien empire des premières dynasties au IVe siècle avant notre ère, Cayce, au travers de ses lectures, prétend qu'il faut remonter au XIe millénaire. C'est sans compter que les égyptologues ne sont pas d'accord entre eux. Il est donc notoire que la préhistoire égyptienne nous demeure inconnue. La race atlante étant nommée rouge, et les Égyptiens se disaient des hommes rouges. Sur les bas-reliefs, les personnages sont peints de cette couleur, ce qui fait écho à l'un des titres de livres consacrés des siècles plus tard par P. Christian, L'homme rouge des Tuileries, et dont nous allons reparler. Référence probable et certaine d'après Cayce aux Amérindiens, aux peaux-rouges, qui furent de leur côté repeuplés par ce même peuple atlante d'après Cayce. Si bien que la source reste hypothétique, voire assujettie aux lectures d'Edgar Cayce, au demeurant fort probante quant à l'efficacité des traitements suggérés et des comportements à adopter pour aider ses patients. Pour l'heure, cette source demeure à jamais mystérieuse, et l'on ne sait jusqu'à aujourd'hui ce qu'elle est. Ce savoir initiatique attaché à ces images symboles furent jalousement conservés par les prêtres de l'Égypte antique bien avant l'avènement de l'ère chrétienne. Il apparaîtrait que les diverses images symboles parvenues jusqu'à nous proviennent d'anciens ouvrages d'onomancie aujourd'hui occultés ou disparus. Signalons malgré ce un certain nombre d'exposés tant anciens que contemporains ou semi-contemporains sur cette influence graduelle de la roue écliptique qu'il est encore possible de trouver et qui mérite attention. Le premier est celui de Scaliger, qui dit reproduire une liste d'après Aben Ezra, astrologue du XIe siècle. Le second est celui de Don Angel, ou dit autrement Johannes Angelus, qui écrivait aux environs du XVIe siècle et dont l'œuvre a été résumée dans les images astrologiques des degrés du zodiaque, réimprimées par Raphaël. Le troisième est celui d'une lumineuse interprétation donnée par un écrivain sous le nom de Charubel. Le quatrième est le calendrier thébain ou thébaïque, attribué à P. Christian, bibliothécaire sous le Second Empire et occultiste associé à l'œuvre d'Eliphas Lévi, qui s'appelait l'abbé Constant, qui assura avoir retranscrit chacun des symboles d'après un livre d'Auger Ferrier, paru en 1582.
et qui en donna la nomenclature exacte dans L'Homme rouge des Tuileries. Le cinquième est la publication que fit en 1941 André Costesec sous le titre Les correspondances symboliques des degrés du zodiaque. Dans la préface de son ouvrage, à la page 5, André Costesec confie à son lecteur qu'il utilisa comme base et comme référence à son travail la nomenclature des degrés donnée par P. Christian dans L'Homme rouge des Tuileries, dont nous parlions, s'agissant des Égyptiens d'origine atlante, dont parle le grand voyant et mystique Edgar Cayce. L'apport du livre d'André Costesec est double. D'abord par la façon dont il classe et présente chaque degré du zodiaque, et en second lieu par la présence d'un grand nombre d'observations dont il enrichit son ouvrage et qui peuvent procurer un embryon statistique au lecteur. En ce qui concerne le classement des degrés du zodiaque, Costesec a adopté le principe de présenter ensemble tous les degrés identiques de chacun des 12 signes de 0 à 29 degrés. C'est ainsi que l'ouvrage s'ouvre sur le 0 degré et qu'on peut lire sur une seule page le 0 degré du Bélier, le 0 degré du Taureau, le 0 degré des Gémeaux, et ainsi de suite jusqu'au 0 degré des Poissons. S'ensuivent un certain nombre d'exemples où il montre chacune des images symboles en action dans la vie des personnes prises en exemple. Il y a des thèmes de notabilité, mais aussi des thèmes d'inconnus qu'il prend comme référence. Puis nous avons le sixième exposé, paru sous le titre Les 360 degrés du zodiaque, symbolisés par l'image et par la Kabbale, dû à l'écrivain Jeanne d'Uzéa, connu sous le nom de Jean d'Uz, et paru à l'époque aux éditions Niclos. Son principal attrait est d'abord son importance. Il est constitué de 480 pages. Mais surtout, ses 360 illustrations, dues au talent de mademoiselle Claude Luer, qui rend les symboles de ces 360 degrés plus palpables, plus vivants, et plus compréhensibles que ne pourrait le faire la seule explication. Dans son ouvrage, Jean d'Uz présente le symbole, le commente, et le dessin accompagnant la description en achève et en parfait les contours. Il s'opère en somme, pour chacun des degrés, grâce à cette double approche intellectuelle et visuelle, il s'ensuit une espèce de condensation des symboles. Et nous reviendrons sur ce travail de Jean d'Uz. Le septième exposé, paru dans les cahiers astrologiques durant les années 1957, 1958, 1959, fait référence au degré du zodiaque symbolisé de la Volasphera, dans la traduction de Cépharial. Cépharial qui présente chaque portion de l'écliptique classée par signe. Tous les symboles du Bélier vont ensemble, tous ceux du Taureau, et ainsi de suite. Puis, à l'intérieur de chaque signe, il subdivise son travail en 30 cases de 0 à 1 degré, de 1 degré à 2 degrés, jusqu'à de 29 à 30 degrés, sachant que le 30e degré équivaut au 0 degré du signe suivant. Pour chacune de ces 30 subdivisions, il donne la description du symbole afférent et une courte explication destinée à éclairer le mode d'action de ce symbole sur la psyché humaine et sa traduction sur le plan du destin. Le huitième et dernier exposé significatif de la plume de H. Melchior Hichler est paru aux éditions d'Hervy, sous le titre « Le secret des 360 degrés symboliques », qui nous présente, outre la liste des degrés avec des annotations des principales pulsions afférentes, une nouvelle méthode d'interprétation qui analyse les degrés en croix. Ainsi,
Au premier degré du Bélier, mis en vibration par une planète ou un angle, peuvent se surajouter le premier degré de la Balance, opposé à celui du Bélier, ainsi que le premier degré du signe du Cancer et le premier degré du signe du Capricorne, qui ont des points communs ou complémentaires. Nous nous retrouvons en l'occurrence avec Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, avec la croix des signes cardinaux. Ceci étant un exemple. S'ajoutent à cet exposé des points miroirs et toute une palette des plus intéressantes d'interprétations de mi-points et de points héliocentres. Toutefois, avant de donner des exemples comparatifs puisés chez ces divers auteurs, nous allons voir dans quel cas ces degrés symbolisés sont amenés, pour ces auteurs, à exercer une influence, et de quelle façon ils s'expriment. Selon Jean Duze, page 12 de l'ouvrage de référence, et nous la citons, « C'est uniquement en sa fonction de degré ascendant que le degré symbolisé doit être utilisé. Aussi comprenons-nous que selon le principe de cette règle émise, l'utilisation des degrés symbolisés peut s'avérer fort utile dans le jugement des thèmes d'adultes. Soit que les personnes ne sont pas très sûres de leur heure de naissance et qu'il est possible de retrouver cette heure grâce aux degrés symbolisés et d'ainsi reconstituer le thème exact, et tout simplement en recherchant parmi les degrés du signe ascendant, en avant ou en arrière du signe du degré ascendant présumé, en recherchant celui dont l'image symbolique et ses commentaires correspond le mieux aux tendances de la personne ou à certains événements de son existence déjà réalisés. C'est la raison pour laquelle nous disions précédemment dans des thèmes d'adultes, ou tout simplement si ce degré ressemble à la direction générale de sa vie. Cela a son utilité. Lorsque les personnes connaissent avec une exactitude rigoureuse l'instant de leur naissance, cela leur permet de retrouver exactement le degré monomère, et donc la pointe symbolisée de la pointe ascendante. Il leur sera donné une manière de guide pour la route de leur vie, tant sont précises et variées les indications qui découlent de l'image symbole de ce degré et de son commentaire. Et nous étudierons plus avant les divers niveaux d'expression des pulsions au sein de chaque degré dans les cours qui feront suite à celui-ci. De son côté, André Costesec note, et nous le citons, avoisinant le descendant, le milieu du ciel et le fond du ciel, les symboles ont toujours une importance très grande, sinon tous, du moins la plupart d'entre eux. Page 7 de l'ouvrage de référence. Voilà qui élargit le propos. Cependant, comme pour tout, nous pensons, avec Jacques Berton, qu'il convient d'élargir encore cette règle, et de ne pas s'en tenir qu'à l'examen de ces seuls degrés symbolisés des cuspides des maisons angulaires. Il convient en effet d'observer de même le degré symbolisé de la planète ascendante, s'il s'en trouve une, ou de la planète ou des planètes gouvernantes du thème. C'est qu'en effet, parmi les 360 degrés du cercle écliptique, un certain nombre ne possèdent qu'un symbolisme insuffisant pour juger du caractère ou de la destinée d'un homme. Il s'agit d'analyser si leur planète gouvernante, ou mieux encore, leur planète ascendante, ajoute au tableau déjà brossé du degré ascendant, et qui peut être plus riche d'enseignements. Une planète, en effet, et surtout la gouvernante, et encore plus la planète ascendante, est un centre influentiel actif, tandis que de son côté, le signe et le degré ascendant sont réceptifs, de telle sorte que lorsqu'une des deux planètes mentionnées actionne un degré au symbolisme puissant, tandis que le degré ascendant n'en actionne qu'un faible, la priorité de réalisation appartient en ce cas au degré symbolisé sur lequel se trouve la planète, et non pas au degré ascendant. Cependant, les deux fonctionnent souvent de concert,
et il n'est pas mauvais de toujours consulter le degré symbolisé de la planète ascendante éventuelle, ou des planètes gouvernantes, parce que si ces significations s'harmonisent avec celles du degré ascendant, il y aura alors confirmation et extension des potentialités. Que si, au contraire, les symboles sont divers, sans être cependant contradictoires, cela peut indiquer non seulement des traits de caractère plus nombreux et plus variés, mais encore des changements de direction au cours de l'existence. Que si enfin les degrés symbolisés et leur symbolisme sont contradictoires, et que des deux, celui du degré ascendant sera le plus puissant. C'est à lui que devra revenir la priorité, tout en tenant un compte relatif de l'autre, dont les significations peuvent manifester de l'activité durant les années où la planète gouvernante ou ascendante passe dans ses dignités ou en fort aspect avec le degré ascendant, ou encore lorsqu'elle est elle-même sous l'influence de transits importants. Ajoutons qu'il est des cas où le symbolisme du degré ascendant, non plus que le symbolisme de la planète ascendante, non plus que le symbolisme de la planète gouvernante, ne suffisent à expliquer l'existence du sujet. Il faut alors recourir au symbolisme du degré occupé par le Soleil. Et cela, surtout s'il est puissant par domicile, exaltation ou angularité dans la carte céleste qu'on examine, et destiné de ce fait à régir la nativité en question. Mais ce cas est plutôt rare. Encore faut-il, pour que le degré solaire agisse, que celui-ci se trouve en aspect majeur avec le degré ascendant ou son maître. On peut de même examiner le degré symbolisé valorisé par la position lunaire, surtout si la Lune est importante dans le thème, par angularité, maîtrise ou position de dominante, ou bien encore s'il s'agit d'une nativité féminine. On peut enfin prêter attention au degré occupé par la planète dominante du thème, si l'on est tout à fait sûr de cette dernière. André Costesec préconise enfin d'ajouter au nombre des facteurs cosmiques susceptibles d'éveiller par leur présence un degré symbolisé, il préconise d'ajouter l'un ou l'autre des nœuds de la Lune. Un cours sur les nœuds lunaires est envisagé en ce sens. Il fait remarquer de même que tout astre influent met en jeu non seulement l'image du degré qu'il occupe effectivement, mais encore celle du degré ou celle des degrés de même ordre dans son ou ses domiciles. C'est ainsi par exemple que si nous repérons la position d'une Vénus située sur la pointe d'un ascendant, à 10 degrés de tel ou tel signe, alors il conviendra d'examiner le degré semblable dans le signe du Taureau et dans celui de la Balance, qui sont réputés en effet domiciles de Vénus. De tant de facteurs proposés, que leur position thématique destine à faire prendre en considération, il est évident, semble-t-il, que chacun d'eux spécialisera en quelque sorte le mode d'action du degré symbolisé et sa zone d'influence selon son caractère propre. C'est ainsi par exemple que le degré symbolisé de la pointe du milieu du ciel mettra sans aucun doute l'accent sur la profession du natif, tandis que le degré symbolisé de la pointe ascendante brossera plus particulièrement une peinture de sa personnalité même. Il en sera de même des astres qui situeront des symboles spécifiques au niveau de leur zone d'action propre. Vénus, la vie affective. Mars, la vie active. Par conséquent, le degré symbolisé et éveillé par Vénus concernera plus particulièrement la vie affective du natif. Le degré éveillé par Mars, sa vie active. Compte tenu de la diversité de chacun des 360 symboles possibles et de la multiplicité de leurs modes d'action, il demeure logique
qu'un degré symbolisé mis en vedette par Mercure, par Jupiter ou par Neptune ne prendra pas le même sens, et que son climat général d'expression et son terrain d'agissement ne pourra que passer à travers la symbolique de l'astre éveilleur. D'accord, allez-vous dire, mais avec Jupiter, ou mieux avec Neptune, ce sont, et surtout avec Neptune, des planètes lourdes, et bien des natifs vont avoir ces degrés symbolisés. Certes, mais imaginons que Neptune soit maître d'ascendant, ou planète ascendante, ou planète dominante. En ce cas-là, il devient intéressant et il faut le prendre en considération. En somme, les significateurs particuliers à chaque naissance annexent à leur profit et transforment à leur image, ou pour leur usage, les symboles généraux des 360 degrés du zodiaque. Il est enfin très important de savoir que lorsque le degré symbolisé se positionne entre deux degrés, ce qui est le cas le plus souvent, il est alors nécessaire de faire intervenir dans le jugement des effets ou des tendances du degré suivant et du degré précédent. C'est ainsi que si nous examinons le thème de Jack London, son graphique céleste nous apprend que son ascendant est situé à 11,43 du signe des Gémeaux. Nous dirions entre 11 et 12 Gémeaux. Nous sommes donc amenés à examiner tant le 11e degré des Gémeaux, qui correspond exactement à la vie aventureuse de l'écrivain, qu'à sa destinée d'homme plongé dans l'univers tristement célèbre des chercheurs d'or, avec le 12e degré des Gémeaux. Les deux degrés agissent de concert, et on le comprend, puisqu'ils ne sont pas aussi dissemblables qu'il y paraît au premier abord. En effet, chaque degré symbolisé contient des pulsions allant se modifiant, en passant au degré suivant, mais conservant encore certaines pulsions d'un degré sur l'autre, et cela se comprend aisément. Dans notre exemple, au 11e degré des Gémeaux, tout n'est pas dit, sauf qu'avec le mot plane, nous comprenons que le 12e degré fait écho au danger qu'encourt l'explorateur à se lancer dans de telles aventures. En voulant gagner plus, on perd plus. Donc nous avons vu que les deux degrés sont à prendre en considération. De toute façon, les deux degrés agiront soit à tour de rôle, soit en même temps par glissement, le natif se servant des données du premier pour parvenir aux réalisations du second. Ou bien encore, il utilisera les puissances du premier pour éviter les écueils du second, ou vice-versa, ce qui fera partie de son libre arbitre. Encore faut-il qu'il en soit averti pour se corriger en toute connaissance de cause. D'ailleurs, ne peut-on pas considérer, puisqu'à chaque degré de l'écliptique correspond une image particulière qui tient enclose une série de symboles, et se présente de ce fait comme la réunion d'un certain nombre d'idées, dont quelques-unes seulement, au détriment des autres, sont appelées à se manifester, il est donc assez probable que lorsqu'un facteur valorisateur se trouve à cheval sur deux degrés, comme c'est le fait dans la plupart des cas, qu'il éveille plus volontiers celui ou ceux des symboles qui sont communs aux deux degrés en question, laissant dans l'ombre les symboles annexes ou qui plus est contradictoires. Ou plus précisément, l'idée symbole qui émerge des deux degrés, comme dans notre exemple sur Jack London. Ce qui émerge, c'est l'idée symbole de jeune, en danger, en face de plus puissant, l'aigle qui plane au-dessus, au 11e degré des Gémeaux, d'un côté, et de l'autre, l'idée symbole de jeunesse, brisée, qui lutte cependant, et qui se reprend. À l'image, elle vécue de Jack London, qui dut se battre de toutes ses forces vives pour subsister, et qui à force de subterfuges, pas toujours honnêtes, parvint à se frayer un chemin
hors de sa misère initiale, qui s'énonce, jeune laurier brisé par le vent et du pied duquel s'élève un rejeton. En effet, le 11e degré des Gémeaux est un degré d'indépendance incertaine, et s'énonce ainsi: sous un rocher, un campement de romanichels assis pour prendre leur repas, et au-dessus d'eux, un aigle plane près de son nid, où se voient 3 jeunes aiglons. Quant au 12e degré des Gémeaux, c'est un degré de spoliation qui s'énonce ainsi: 2 femmes pleurent en regardant un jeune laurier brisé par le vent, du pied duquel s'élève un rejeton. Jack London, jeune et robuste gaillard, était comme des milliers d'autres jeunes hommes de San Francisco, à la recherche d'un travail. Employé à l'une de ses nombreuses tâches rémunérées au lance-pierre, il s'aperçoit que, vaillant, il s'est vu octroyer une tâche auparavant accomplie par 2 hommes. Il s'aperçoit que les patrons exploitent au maximum la main-d'œuvre qui est en quête infructueuse d'un travail et donc d'un salaire. Cela représente bien l'opiniâtreté et le désir de prise d'indépendance de Jack London, qui retracera le chemin qui l'avait conduit à devenir socialiste dans un livre intitulé « Ce que la vie signifie pour moi » en 1906. Le premier exemple nous a montré comment les 2 images symboles qui entourent le degré ascendant ont joué ensemble, et comment le natif passa du 1er degré au 2nd degré et parvint à s'extraire de son tartare et à se réaliser. Reconnaissons d'ailleurs que des 2 degrés symbolisés, c'est le 11e degré qui représente le mieux l'aspiration du natif, et le 12e degré ses difficultés surmontées. Un second exemple va nous montrer comment la puissance et le rayonnement d'un degré peut empêcher ou désamorcer la faiblesse ou l'aspect maléfique d'un second. Et prenons pour ce faire le thème de Galileo Galilei. Qui voyons-nous? Un ascendant qui se situe, selon les calculs de Galilée lui-même, à 21 degrés et 37 minutes du Lion. On regarde les degrés symbolisés de Jean d'Uz, qui nous propose au 21e degré du Lion un degré de pénétration qui s'énonce ainsi: une face lunaire, surmontée par un serpent enroulé. Un homme émergeant d'une brume les regarde, une main levée de leur côté, et l'autre tenant une clé. Il est certain que les 3 symboles dont est formée cette image, la clé, la face lunaire et le serpent, conviennent très bien à la destinée de Galileo Galilei. Le serpent étant un symbole de haute intellectualité, positionné qui d'être au-dessus et lové telle la forme des circonvolutions du cerveau. Ce serpent, symbole encore de grande sagesse, donne aux natifs des pouvoirs forts et singuliers, un esprit concentré, puissant et supérieur à la moyenne, ce qui confirme pleinement la beauté apollinienne du personnage figurant parmi ces symboles. De son côté, la clé montre que l'être est apte à deviner certains mystères ou à éclairer certains états psychologiques. Il est en quelque sorte la clé qui permet le décryptage de certaines grilles secrètes. La clé promet toujours la connaissance, après la fréquentation et les leçons de celui qui sait, et le pouvoir de transmettre cette connaissance, c'est-à-dire d'ouvrir les esprits des autres au mystère. Ce symbole est confirmé par la main que lève le personnage en une manière de rébus. La main levée réclame en effet l'attention de celui qui veut s'initier aux grandes lois de la vie et de tout ce qui est occulte. Quant à la présence de la lune dans cette image, elle indique 2 choses. Tout d'abord, l'intuition du sujet, qui s'abandonne aux pulsions nocturnes de la lune, autrement dit au sein de l'inconscient. Puis par après,
Elle indique que le natif a le regard tourné vers le ciel, attirant le sujet vers l'astronomie ou toutes les matières qui en découlent. La constellation du sextant d'Uranie, qui surplombe ce degré, confirme les grandes capacités données par ces symboles, et dans le même temps en élargit le champ, développant l'intellect et lui donnant le sens de la méthode, de l'exactitude et de la subtilité. Il apparaît que dans le cas de Galilée, les symboles de son degré ascendant aient été pleinement vécus. Toutefois, l'ascendant étant à 21° 37' du Lion, il reste encore à examiner le 22e degré du signe. Le dessin de ce degré symbolisé représente, sur la branche d'un arbre mort, un nid dans lequel de jeunes oisillons crient en voyant un épervier planer au-dessus d'eux, tandis que dans la chaumière voisine, on aperçoit un lit sur lequel gît un homme malade. Ce degré, qui est un degré de souffrance et d'épreuve, s'est exprimé au moment de l'affaire Galilée, quand celui-ci se vit emprisonné, accusé d'hérésie, et n'échappa au bûcher que de peu. Si nous analysons les symboles contenus dans ce degré, compte tenu de ce que les oiseaux représentent les produits sublimatifs, il n'y a pas de doute que l'épervier menaçant les oisillons soit la représentation des dignitaires menaçant de détruire les œuvres de Galilée et d'anéantir ses découvertes. Quant à l'homme allongé, il est la représentation des dangers qui menacèrent cette vie. Cependant, fort heureusement pour Galilée, la puissance du degré précédent empêcha la réalisation des périls annoncés par ce degré infernal, selon Jean d'Uz. Ce qui ne fut pas le cas pour Guillaume Apollinaire, dont la pointe ascendante se situe entre le 22e et le 23e degré du Lion, qui connut la guerre de 14-18, où il fut blessé, et qui fut terrassé par la grippe espagnole au sortir du conflit mondial. Remarquons donc au passage que les symboles d'un degré peuvent s'exprimer de diverses manières et à divers niveaux, suivant l'insertion du natif dans la vie, et suivant le contexte social de l'époque. Nous en voulons pour preuve la destinée de cet homme, dont l'ascendant se situe lui aussi exactement au 22e degré du Lion. C'est le même degré ascendant que celui de Galilée. Et chez cet homme, l'épervier menaçant les oiseaux et l'homme malade allongé dans la chaumière s'exprimèrent aussi totalement que dans la vie de Galilée, quoique de façon fort différente. Guillaume Apollinaire, blessé d'un éclat d'obus à la tête, fut transporté sans connaissance dans sa casemate, puis trépané d'urgence. Et nous savons qu'il devait mourir l'année suivante. Et cette image d'homme allongé, la tête renversée dans cette chaumière, est extraordinaire. Quant à l'épervier qui menace les oisillons, il semble bien que ce soit les avions de chasse menaçant les soldats. Un symbole s'exprime à de nombreux niveaux. C'est ce qu'il faut comprendre. Comprendre que toute bonne interprétation repose sur la manipulation des symboles. C'est qu'en effet, chaque symbole a plusieurs sens qui se superposent, et parfois même se dissimulent mutuellement. Un symbole peut donc se lire à 3 niveaux de vision: le niveau profane, le niveau sacré et le niveau initiatique. Niveaux qui constituent en quelque sorte 3 strates où le symbole se totalise. Les degrés monomères peuvent représenter soit des êtres humains, soit des animaux, soit des objets, soit encore des attitudes précises ou des anecdotes caractéristiques. Au chapitre des êtres humains, on y peut voir des personnages debout,
ou couchés. Lorsqu'ils sont debout, cela évoque l'idée de puissance et d'action. Lorsqu'ils sont couchés, cela évoque au contraire l'idée d'impuissance et d'inaction. Leur impuissance pouvant être aussi bien le fait de leur paresse ou de leur veulerie, que due à un accident ou à une paralysie, voire des 2, 3 ou 4 possibilités ensemble. Quand un homme ou une femme est représenté tête nue, cela implique l'idée d'imprudence et de danger. S'il est au contraire coiffé d'un casque, c'est l'indication qu'il est sur ses gardes et sera ainsi protégé. Au chapitre des animaux, les chevaux, ou plus généralement les animaux que l'on monte, participent à des degrés d'équitation. Ils peuvent cependant n'indiquer que l'action de dominer. Dans leur traduction moderne, les chevaux et les chars ont trait aux chemins de fer, aux automobiles, aux moyens de transport en général. La présence d'oiseaux dans une image symbole est la représentation d'une sublimation. En outre, les oiseaux qui entourent un sujet peuvent aussi représenter les disciples, les élèves. De son côté, l'aigle indique la puissance. Dans leur traduction moderne, toutes les images dans lesquelles se trouvent des oiseaux ou des ailes ont un rapport quelconque avec l'aviation. Par ailleurs, les degrés dans lesquels se rencontrent des dragons, des serpents ou des animaux fabuleux se rapportent le plus généralement au merveilleux, et tout particulièrement aux sciences occultes. Le serpent enroulé autour d'un axe représente de toute évidence le caducée médical. De même, au chapitre des objets, les degrés où sont figurés des miroirs correspondent très souvent aux arts divinatoires en général, et à l'astrologie en particulier. Bien souvent, du reste, ces miroirs sont accompagnés en d'autres images de hiboux ou de clés, ce qui en précise mieux encore le sens. Ils sont aussi la représentation d'un narcissisme. De leur côté, soleil et couronne sont des symboles de puissance et d'honneur, de haute situation. Par contre, d'une manière générale, les faux, poignards, épées et autres armes figurant dans les images symboles impliquent l'idée de danger, de mort, de mutilation. Là où sont des bateaux, peuvent se trouver indiquées des carrières en rapport avec la mer. Cependant, la présence d'un bateau peut de même indiquer de la difficulté à se diriger, en un mot, un destin flottant. Parfois, le bateau ne signifie que voyage et déplacement. Enfin, en de nombreux degrés symbolisés, se rencontrent des torches ou des flambeaux. Elles représentent dans la plupart des cas la lumière de l'esprit, l'illumination intérieure, et surtout si ces torches sont accompagnées de chouettes ou de hiboux. Parfois, cependant, dans leur traduction moderne, elles peuvent s'assimiler à l'électricité ou au gaz. Or, quelque étrange que puisse paraître le fait que l'image remontant à plusieurs centaines d'années ait pu être dès l'origine en rapport avec des inventions modernes comme le gaz, l'éclairage ou l'électricité pour les torches, comme l'aviation pour les oiseaux ou l'automobile pour les chars. Cela vient sans doute que du point de vue cosmique, c'est la même influence qui préside à la création d'une torche ou d'une ampoule électrique. C'est la même influence qui donne à l'homme le goût de l'automobile ou celui du char. La même influence qui le pousse à imiter l'oiseau dans son vol et à créer l'aéroplane. Enfin, en ce qui concerne les attitudes et les anecdotes,
On observe que tous les degrés représentant un homme manipulant des baguettes se rapportent souvent à la pratique d'un art utilisant des objets analogues à des baguettes, tels l'archet ou le pinceau. Ils indiquent de surcroît beaucoup d'habileté. Les degrés de mutilation, ceux qui représentent des hommes sans mains, sans bras, sans jambes ou sans tête, ont souvent une signification mortelle. Ils prennent le sens d'accident, d'amputation. Toutefois, cela peut n'être qu'indication de paralysie ou d'infirmité, touchant l'un ou l'autre des membres ou du cerveau et empêchant le mouvement. Il en est de même des degrés où sont des faux, qui demeurent dans la plupart des cas des degrés de destruction. Et pour nous habituer à la manipulation des symboles et à leur traduction en mode de destinée, nous allons prendre un thème d'exemple et l'étudier en détail. Nous choisirons celui du savant Louis Pasteur, dont la carte céleste natale figure dans le fascicule annexé au cours, et que nous savons être né, selon l'état civil, le 27 décembre 1822, à 2 heures du matin, à Dole, dans le Jura. Le thème, calculé pour cette heure-là et pour ce lieu-là, présente un ascendant à 25° 56' de la Balance. Or, si l'on consulte l'image symbole du 25e degré de la Balance, on ne trouve rien qui ne puisse s'associer de loin ou de près à la vie de cet homme. Le 25e degré de la Balance s'énonce ainsi. Le soleil de midi laisse tomber ses rayons sur un promontoire couvert de fleurs, parmi lesquelles un paon fait la roue, imité par un dindon et par un pigeon-paon. C'est un degré de grâce prétentieuse, résultat d'un narcissisme, qui porte un intérêt appuyé à sa mise dans une ostentation court-circuitante, ce qui ne s'adapte pas du tout à ce que l'on sait de Pasteur. Par contre, si nous examinons les degrés qui entourent ce 25e degré de la Balance, nous remarquons que le degré 23 correspond beaucoup mieux à la vie de Pasteur. Selon André Costesec, le 23e degré représente en effet un médecin examinant un liquide à travers une fiole. Selon les degrés symbolisés de la Volasphera traduits par Cépharial et publiés dans les cahiers astrologiques de novembre-décembre 1958, le 23e degré de la Balance est, pour être plus précis, le lieu de l'écliptique qui s'étend du 22e au 23e de la Balance, représente, selon Cépharial, un vieillard en robe, coiffé d'une calotte de docteur, entouré d'appareils de chimie et d'instruments scientifiques. Le texte signale qu'il s'agit d'un degré de recherche, et il y est précisé « observation minutieuse, systématique et patiente, grande tendance aux études scientifiques, spécialement la chimie, la médecine ou l'alchimie. Chercheur des secrets de la nature, se vouant à noter avec soin les résultats qui pourront être utiles, ce qui fera obtenir quelque distinction ou honneur. » Si l'on questionne enfin les degrés symbolisés selon la Kabbale, auxquels se réfère Jean d'Uz, nous observons que le 23e degré de la Balance représente un homme âgé, habillé d'une robe et coiffé d'une toque, comme les anciens docteurs, entouré de toutes sortes d'instruments, examine un liquide devant une fenêtre. C'est un degré d'aptitude à toute chose, un degré de savoir. Nous pensons avoir trouvé l'ascendant de Louis Pasteur, et nous sommes donc en mesure de le rectifier, et de le situer sans hésiter
au 23e degré de la balance, ce qui modifie l'heure de la naissance d'une vingtaine de minutes environ, et le fait donc naître aux alentours de 1h45 du matin. Poursuivant notre travail sur le thème de Louis Pasteur, nous examinons maintenant le degré éveillé par Vénus, planète maîtresse de l'ascendant Balance. Que voyons-nous? Par sa position à 5° 35' du Capricorne, Vénus éveille le 5e et le 6e degré de ce signe, et plus encore le 6e qui s'énonce ainsi. Un homme, revêtu d'une cape, qui marche en portant un petit chien sur chaque épaule, et dans sa main tendue un cœur surmonté d'une flamme. Nul doute que ce degré ne corresponde à l'importance des chiens dans le thème du savant, et à ses travaux sur la rage. Par sa position à 6° du Capricorne, Vénus éveille en outre le 6e degré du Taureau et le 6e degré de la Balance par domicile respectif. Questionnons tour à tour l'image symbole du 6 Taureau et l'image symbole du 6 Balance. Que voyons-nous? Tout d'abord, au 6e Taureau, une salle de conférence, un homme à l'apogée de sa gloire est sur l'estrade, un rouleau de papier à la main, le front ceint de laurier. Sur le bord de l'estrade se tient un homme à 3 têtes, regardant chacune d'un côté différent, signifiant la vaste intelligence du sujet. Jean Duze précise que c'est un degré de haute valeur intellectuelle. On est une fois encore frappé par la véracité du symbole appliqué au cas de Pasteur. La multiplicité de ses travaux et de ses recherches, qui allaient en effet dans tous les sens, trouve son exact contrepoint dans l'image de cet homme à 3 têtes dont fait état le symbole. Quant à l'homme sur l'estrade parvenu à l'apogée de sa gloire, il fait irrésistiblement penser au Jubilé Pasteur, qui fut la consécration de cet homme dans le monde des savants. Le 6e degré de la Balance, qui est un degré de labeur, relate lui aussi certaines circonstances de la vie du savant, et s'énonce ainsi. Un paysan suit son attelage de labour, et au bout du champ, on voit de belles meules qui l'encouragent dans son travail. Les meules représentent le fruit du travail accompli, et s'appliquent une fois encore au cas de Pasteur, qui toute sa vie accomplit le plus dur et le plus patient des labeurs. Et c'est à telle enseigne qu'il écrivit un jour cette phrase: « Seul le travail amuse vraiment ». Quant aux bœufs, qui sont représentés sur cette image symbole, ils font écho aux premiers travaux de Pasteur, qui portèrent sur les vaches et les bœufs, avec lesquels il trouva les premiers éléments de la vaccination. Et si nous examinons maintenant le degré symbolisé mis en action par Saturne, qui est planète dominante, donc à prendre en haute considération dans ce thème, nous nous apercevons qu'il a lui aussi exercé une influence sur la vie de cet homme. Au moment de la naissance de Pasteur, Saturne se positionne à 3° 22' rétrograde du Taureau, qui éveille à la fois le 3e et le 4e degré du Taureau. Le 3e degré du Taureau s'énonce ainsi. Une femme d'âge mûr, bourgeoise à la campagne, cueille de beaux raisins et les met dans une corbeille qui contient déjà d'autres beaux fruits, tandis qu'une femme âgée, d'allure équivoque, se dissimule sous un voile. Le 3e degré du Taureau contient le mot raisin. On sait que Pasteur a travaillé sur le vin issu du raisin, et le mot voile que l'on retrouve sur le vin qui tourne au vinaigre et que l'on appelle la mère du vinaigre. S'attachant aux maladies du vin, il propose de chauffer le vin à une certaine température pour tuer les germes,
résolvant le problème de sa conservation. C'est la pasteurisation. Toutes ces recherches, commencées par l'analyse des cristaux, révèlent par couches successives d'autres découvertes primordiales, et plus encore, la présence d'êtres microscopiques cachés sous des voiles que seul un microscope peut déceler. Ce degré est en outre un degré de bien tardif, ce qui fut le cas de Pasteur. Il influence par là même le troisième degré du Verseau, qui parle d'un homme inclinant la tête dans sa main et d'un homme qui vient de se remettre debout, appuyé sur un solide bâton, selon les symboles que donne P. Christian dans L'homme rouge des Tuileries. Or, nous savons que Pasteur souffrit d'une paralysie du côté gauche, survenue le 19 octobre 1868, et plus exactement, d'une hémiplégie consécutive à une attaque cérébrale, et qui touche ici le savant lui-même. Le troisième degré du Verseau menaçait bien la tête. Quant au quatrième degré du Taureau, il s'énonce ainsi. Un lion furieux, rugissant, allonge une patte vers un brandon enflammé qui excite son courroux, tandis qu'une sorte de gorgone, au visage exalté, brandit un fouet dans un geste désordonné. Degré qui non seulement évoque le caractère autoritaire du savant, mais aussi la maladie de la rage, qu'il éradique en mettant au point un vaccin, non sans essuyer quelques échecs cuisants, dont ses détracteurs s'emparent. Analysons à présent le degré éveillé par le Soleil, qui se trouve à 4,49° du Capricorne, et qui met donc en jeu le symbole du 5e degré du Lion, son domicile, et qui s'énonce ainsi. Un serpent entoure le pied d'un arbre de ses anneaux, tête dressée, prêt à mordre, tandis qu'un de ses congénères rampe dans l'herbe. Et nous savons que les degrés où sont représentés des serpents sont toujours de haute science, ce qui est vérifié dans le cas de Pasteur. Et de plus, nous retrouvons le symbole du caducée médical, avec ce serpent entourant le pied d'un arbre, sans compter l'idée du venin du fait qu'il est prêt à mordre. Toutefois, le symbole du serpent ne se contenta pas de jouer à ce seul niveau dans la vie de cet homme. Nous retrouvons l'idée des congénères jaloux. Mais encore, il s'exprima au niveau de la pure ressemblance qui existe entre les serpents et les vers. Et l'on n'ignore pas que Pasteur fit de remarquables découvertes sur la maladie des vers à soie, similaire dans la forme aux serpents. Nonobstant le caractère irascible du savant que l'on retrouve encore dans Prêt à mordre. Allons plus loin encore avec Melchior Hitchler, qui entreprit d'analyser plus avant les degrés monomères, en y adjoignant les degrés en croix, c'est-à-dire le degré éveillant non seulement les degrés des domiciles et exaltations de la planète, mais aussi les degrés en opposition et en carré de cette planète, ce qui fait appel aux différentes croix que nous avons étudiées dans le cours numéro 16 d'astrologie traditionnelle de base. En effet, les degrés en croix éveillent tous les degrés précités, selon Hitchler, qui suggère que les propositions circoncises à ce degré soient alors élargies et notre libre arbitre avec, nous offrant donc une plus grande plage d'action que ne le ferait le degré seul et pris isolément, rappelant en cela le symbolisme de Jésus-Christ, le crucifié sur la croix de la matière, qui nous ouvrit des portes jusque-là fermées à notre entendement. Prenons l'exemple d'Ayrton Senna, dont l'astre solaire se positionne à 0°37' du Bélier, soit entre le 30e degré des Poissons et le 1er degré du Bélier. L'image clé du 30e degré des Poissons s'énonce ainsi. Dans une vaste antichambre, dont une grande glace garnit jusqu'à terre un des panneaux,
Une jeune femme, sanglée, beauté, l'allure cavalière, s'admire des pieds à la tête. C'est un degré personnel. On reconnaît l'attirail nécessaire au pilote, entre autres les bottes, les sangles, et l'antichambre, l'endroit où la compétition se prépare, et l'allure cavalière de celui qui va enfourcher son bolide. De surcroît, sa livrée doit reprendre les couleurs du drapeau du Brésil et être visible de loin, tant par le public que par les adversaires, pour instiller un climat de pression psychologique supplémentaire, que l'on trouve dans l'idée de s'admire des pieds à la tête. Il se doit d'être vu de loin, surtout en ce qui concerne le casque. L'image clé du premier bélier est un degré de force passionné et tranquille, c'est un degré d'assurance, qui s'énonce ainsi. Un homme robuste, de membres un peu lourds, est debout, en marche, sa main droite balance une massue, la main gauche est appuyée sur la hanche. Une peau de bête ou une étoffe grossière, jetée en travers du corps, atténue la nudité. Il donne une impression de puissance tranquille, mais décidée. C'est selon Jean d'Uz. Et selon André Costesec, un homme tenant de la main droite une faux et de la gauche une fronde. Et l'on comprend que la faux fait planer un danger, et que le côté frondeur, du fait que c'est la main gauche qui porte la fronde, ajoute à la dangerosité du degré. On retient la force tranquille et décidée du coureur automobile, et en pointillé, le danger inhérent à sa pratique. Ce degré du soleil à 0,37 du bélier fait vibrer 4 autres points. Tout d'abord le 30e degré de la Vierge et le 1er degré de la Balance, qui font allusion à une attaque supposée, avec un homme avance sans voir qu'il est suivi par un autre homme, au 1er degré de la Balance, qui est la résultante d'une place en pole position. Il est immanquablement suivi, voire attaqué par ses challengers. C'est un degré d'attaque inconsidérée ou de blessure, qui s'énonce ainsi. Dans un chemin d'une campagne aride, un homme avance, ayant un pistolet dans chaque main, sans voir qu'il est suivi par un autre homme, sabre au clair. Le degré précédent, du 30 Vierge, est un degré d'obscurité, et qui s'énonce ainsi. Dans une chambre, un homme est debout, la tête recouverte d'un voile à 4 pointes, qui lui masque la clarté du jour ensoleillé, et un autre homme, sans bouche et sans oreille, esquisse avec ses doigts les lettres de l'alphabet des sourds-muets. Il semble que son harnachement soit potentiellement cause d'une visibilité réduite, avec la tête recouverte d'un voile à 4 pointes qui lui masque la clarté du jour ensoleillé, et qu'il pouvait mal entrevoir ou rectifier telle ou telle direction. Sans compter qu'avec un casque sur la tête, il n'apparaît ni bouche ni oreille, ne lui reste que les mains pour s'exprimer. Mais surtout, il conduit de façon agressive, en éperonant volontairement son rival. Le plus souvent, c'est Alain Prost, qu'il talonne, créant des tensions dangereuses et mettant leur vie respective en danger. D'ailleurs, le 30e degré des Gémeaux est un degré d'opportunisme, et qui s'énonce ainsi. Deux hommes, conduisant chacun un chien en laisse, se surveillent sans en avoir l'air, et un loup suit sans bruit un mouton. Les challengers se jaugent et s'épient à l'affût d'une opportunité de passage. Face au 30e degré des Gémeaux se trouve le 30e degré du Sagittaire, qui est un degré de succès personnel, et laisse à penser, avec le 30e degré des Poissons, qu'Ayrton Senna pensait trop à gagner pour ne pas envisager les dangers encourus par sa personne
et ses concurrents. Ce degré s'énonce ainsi: une bêche fichée dans une pièce de terre, et sous un hangar-forge, on voit un homme qui frappe sur une masse de métal. Des objets en fer, pics, roues, sont autour de lui. C'est l'atelier de préparation. Ce sont les ustensiles utiles au bolide, mais aussi c'est la pièce de métal qui s'enfonça dans son front à hauteur de ses sourcils et qui le mit en mort cérébrale lors de la percussion du mur d'Imola, dont le nom laisse rêveur. Terminons notre course avec la maîtrise de ce soleil, toujours positionné entre le 30e des Poissons et le 1er du Bélier, et qui fait vibrer le 30e degré Cancer et le 1er degré du Lion. 1er degré du Lion, qui nous parle de défis. Quant au 30e degré du Cancer, il s'énonce ainsi: un jeune cheval trotte en traînant son licol, et levant très haut la tête, il ne voit pas la barrière qui limite sa course en direction de la mer, sur laquelle on aperçoit une barque qui s'éloigne. Un jeune cheval ne voit pas la barrière qui limite sa course, cette course qui se termina dans un mur. Pour Hitchler, comme pour tout astrologue, il s'agit dans un thème de déterminer les facteurs saillants. Quelle est la dominante céleste de cette carte natale? Voir pour cela le cours numéro 13 sur la recherche de la dominante, tant élémentale, terrestre que céleste, et nous nous attacherons ici à la seule dominante céleste pour l'étude des monomères. Ensuite, quels sont les aspects dominants et ce qu'ils peuvent nous apprendre sur les caractéristiques du natif, sur ses dispositions. La ligne de sa destinée sans heure exacte ne peut se faire qu'a posteriori, puisque signifiée autant par la pointe ascendante que par le milieu du ciel, pour ce qui est de l'insertion dans la vie sociale et du métier en particulier. Il est quand même possible de le déterminer, les symboles glissant avec leur pulsion d'un degré à l'autre, sans grand écart. Et nous pouvons donc trouver les pulsions qui l'animent sans trop de difficulté. Voyons les outils de Melchior Hitchler. Les points Hélio. Hitchler ajoute à ses recherches des points saillants du thème, les degrés éveillés par les points héliocentriques, qui apportent un éclairage supplémentaire par touches successives. Il s'agit pour cela de calculer la distance en longitude par rapport au Soleil de tous les astres du thème, et de la reporter de l'autre côté du Soleil, puis de l'autre côté de la planète considérée. Reprenons l'exemple d'Ayrton Senna, avec son Mars se situant à 20°44' du Verseau. Le Soleil étant positionné toujours à 0°27' du Bélier. L'écart angulaire est de 39°43' entre le Soleil et Mars dans le thème natal. Reportez-vous au dessin de la page 14 du fascicule annexé au cours. Mars étant avant le Soleil, nous reportons le point Hélio-Mars-Soleil de l'autre côté du Soleil, dans le sens sénestre, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui nous amène sur le 9-10 Taureau, qui parle d'une personne bon enfant qui aime la vie, être entourée et jouer. À présent, nous reportons Soleil-Mars, de l'autre côté cette fois de Mars, dans le sens d'Estre, le sens des aiguilles d'une montre, ce qui nous porte sur le 11-12 Capricorne, et qui nous parle cette fois de sport de vitesse, au 12e degré, qui s'énonce un homme courant de toutes ses forces. Et nous avons aussi un chien excité par son maître poursuit un renard qui a de l'avance et gagne du terrain. D'ailleurs, le degré de Mars, situé à 20 Verseau, nous montre, selon la Volasphera, un homme couché à terre, blessé ou malade.
Il semble bien que sa destinée ait été inscrite en ce sens. Le 21e degré est en rapport avec les véhicules, que ce soit selon Jean Duze, André Costesec ou la Volasphera. Nous venons de voir que les degrés héliaux apportaient un complément d'information qui allait pour la majorité d'entre elles dans le sens de la vitesse, des véhicules, des adversaires, et plus exactement des challengers, et des accidents corporels. Il s'agit d'additionner les pulsions que nous relevons, de les comparer et de soustraire le reste qui ne présente pas d'image saillante conforme à la ligne générale du thème. Relevez tout particulièrement les positions hélios de l'ascendant et du milieu du ciel, connaissant l'ascendante exacte après rectification. Les facteurs qui iront dans le même sens appuieront la pulsion dans le sens précédemment décelé. Les pulsions contradictoires temporiseront. Ces constatations faites seront des plus significatives, sachant que la pointe ascendante et la pointe du milieu du ciel bougent très vite. Telles des antennes palpitantes, elles se meuvent à raison de 1 degré toutes les 4 minutes de temps environ. Voyons les antices et les contre-antices qu'utilisa Hitchler. Ce sont des points de planètes reportés par rapport à l'axe équinoxial, donc l'axe Bélier-Balance, et par rapport à l'axe solsticial, donc Cancer-Capricorne. Reprenons la planète Mars d'Ayrton Senna et approfondissons. L'antice est la distance entre la planète, ici Mars, et le solstice d'hiver, soit 0 degré du Capricorne, que l'on reporte de l'autre côté de l'axe solsticial, soit 270 degrés, le 0 Capricorne étant à 270 degrés du Bélier, auquel on ajoute la distance de Mars avec ce 0 degré Capricorne, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens d'Estre, que nous avons représenté sur le dessin de la page 15. Le contre-antice est la distance entre l'astre considéré, ici Mars, et le 0 du Bélier, que l'on reporte de l'autre côté de l'axe équinoxial, soit 0 degré du Bélier, auquel on ajoute la distance de l'astre, en l'occurrence Mars. Mars est à 20 degrés 44 du Verseau, jusqu'à 0 degré Capricorne, cela donne 49 degrés 16 minutes à reporter de l'autre côté du 0 Capricorne, ce qui nous donne l'antice à 11 degrés 24 du Scorpion, et de contre-antice à 11 degrés 24 du Taureau, par rapport à l'axe solsticial. Degré qui souligne encore la pugnacité du coureur, sa notoriété, sa vigilance et sa dextérité manuelle avec les dangers qui vont avec, et qui s'énonce. Sous les rayons d'une belle étoile, un homme regarde se contorsionner un scorpion qu'il tient par la queue. Pendant ce temps, à droite, un lièvre assis sur un tertre au-dessus de son terrier, le nez levé vers l'étoile, ne voit pas un fusil braqué contre lui. La liste de la Volasphera indique que c'est un degré d'insécurité personnelle aux 11 scorpions, doublé d'un degré de défense personnelle. On pourrait en inférer qu'Ayrton Senna est ému par une énergie de lutte et de mise en situation visant à expérimenter et sans doute dépasser et transfigurer cette pulsion primordiale dans son thème. Tous ces points activés peuvent mettre en relief ceux précédemment relevés et les renforcer dans leur puissance. Pour résumer, nous avons remarqué avec Hitchler que l'effet ou l'activation d'une image symbole déborde des limites exactes du degré considéré. C'est ainsi que les degrés opèrent par strates. Par exemple, le premier degré du Bélier contient encore incluse
l'idée du 30e degré des poissons, donc du degré précédent, et une infime partie encore de l'antépénultième degré, soit le 29e des poissons dans ce cas précis. Degré qui prolonge une pulsion qui agira sur le degré suivant, même si le degré ne contient pas cette idée clairement énoncée, glissant imperceptiblement jusqu'au degré se succédant, soit le 2e et le 3e bélier. D'ailleurs, les degrés rapportés par André Costesec sont souvent en décalé dans leur description, en décalé par rapport au degré de Jean d'Uz. Reste un lien, un fil conducteur. Prenons l'exemple du 12e degré du Sagittaire, où la pulsion est « tend les mains vers » et ensuite pende et qui s'énonce. Une femme étendue sur un divan tend les mains vers un coffret, d'où pendent des colliers, bijoux, et par une baie ouverte, on voit au dehors un jeune homme piétiné par un bouc. Pour ensuite consulter le 13e degré qui suit, où il est question de mains liées derrière le dos, qui, avec l'énoncé de l'image, nous suggère une pendaison, ou en tous les cas une grave dépendance, ou un important assujettissement. Le 13e degré s'énonce ainsi. Un homme est debout, les mains liées derrière le dos, regardant une maison triste sur laquelle est inscrit le mot prison. Mais une herse dressée devant la porte fermée semble le dispenser d'entrer. On trouve dans ce degré le mot inscrit, qui annonce le 14e et le 15e degré du Sagittaire, avec un homme tenant un livre ouvert, selon André Costesec. Et ce 14e degré s'énonce ainsi. Une flèche franchit l'espace, mais le cavalier qui vient de la lancer se cramponne maintenant au cou de sa monture, selon Jean d'Uz. Degré qui nous annonce une libération d'énergie trop longtemps contenue, voire muselée, et qu'il s'agit de canaliser, ce qui paraît assez difficile, sauf à sublimer dans l'écriture ou tout domaine intellectuel, au 15e degré du Sagittaire, mais aussi au 4e degré du Sagittaire. 15e degré du Sagittaire qui s'énonce ainsi. Le cabinet d'un savant ou d'un homme de lettres, papier en désordre et livres déposés partout. Ou selon André Costesec, un homme à cheval se cramponnant au cou de sa monture, et qui nous rappelle le 14e degré du Sagittaire. Et l'on voit une sorte de réception mutuelle de pulsions. André Costesec parlant de livres au 14e Sagittaire et d'un homme qui se cramponne au cou de sa monture au 15e Sagittaire. Pour Jean d'Uz, c'est l'inverse. C'est parce que les degrés contiennent des pulsions des degrés précédents et qu'ils annoncent les pulsions des degrés suivants, du moins en partie. Les mains sont utilisées pour accaparer au 12e Sagittaire et sont vite empêchées au 13e, puis libérées sans précaution au 14e Sagittaire, mais aussitôt canalisées en une direction intellectuelle. C'est à peu près ce que l'on pouvait dire de l'utilisation que l'on pouvait faire des degrés monomères. Nous pourrions certes multiplier nos exemples en examinant d'autres thèmes. Nous avons bien compris la technique pour rechercher les symboles afférents d'un thème, mais encore nous avons compris ce que chaque symbole pouvait signifier au niveau de la connaissance et comment il convenait d'en traduire les diverses données. Et nous pensons que la cause de ces degrés monomères est à présent entendue, sinon éveilleuse d'intérêt. À la suite de Jacques Berton, qui nous avait encouragés à pousser plus loin ce travail, avec ce très merveilleux outil d'investigation qui nous propose cette branche assez exceptionnelle de l'astrologie,
Nous avons consigné une partie de nos recherches sur chaque degré de chaque signe et que nous vous proposons à vos méditations sur notre site. École d'astrologie du Pharaon, le présent cours numéro 1, porté sur les degrés monomères, degrés symboliques ou degrés égyptiens.